Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous malgré ce pont. Paris s'est vidé, mais je suis agréablement surpris de trouver autant de monde pour parler d'Alger. Bon, alors, préambule très franc. Je suis journaliste, donc je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je ne suis pas historien, donc j'ai les compétences que les journalistes happent ici et là au fil des sujets, donc mon propos va être très subjectif, vous vous en doutez, et il sera doublement subjectif parce que je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai étudié à Alger, et donc, bien entendu, je ne peux pas affirmer que mon propos sera objectif au cours de notre rencontre. Bon, une ville, bien entendu, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, c'est à la fois de l'histoire, c'est à la fois des êtres humains, c'est à la fois des enjeux sociaux, économiques, politiques, bien entendu, culturels. Donc, on va avoir, ma foi, peut-être énormément de difficultés à tout couvrir, mais je vais essayer de résumer, d'angler par rapport au titre de la rencontre et de faire ici et là des incises. Premier point, j'aimerais dire tout de même, puisqu'on parle de l'Alger post-1962, post-indépendance, et que vous avez eu des interventions sur la période coloniale, j'aimerais rappeler, peut-être que ça a été dit, mais j'aimerais le faire, qu'Alger, c'est tout de même une existence antérieure à la colonisation. C'est une ville qui est née au Xe siècle, en tout cas dans sa forme, non pas actuelle, mais originelle. La Casbah, dont tout le monde parle, dont on a dû vous parler, cette Casbah qui a joué un rôle essentiel et fondamental pendant la bataille d'Alger, pendant la lutte pour l'indépendance de 54 à 62, en tout cas notamment dans la période 1957-1958, bien, la Casbah, c'est le cœur d'Alger, c'est le cœur historique, et cette ville a donc une histoire qui a précédé la colonisation. Je le dis parce qu'on a tendance souvent à insister sur la ville européenne, sur les aménagements qui ont été faits, sur les expérimentations architecturales qui ont été faites dans les années 20, dans les années 30. Or, s'il y a bien un premier Alger, c'est celui de la Casbah, laquelle Casbah a été démolie, a commencé à subir les outrages des hommes assez tôt, dès la conquête française, dès 1830, puisque la base Casbah a aujourd'hui totalement disparu. Elle s'étendait jusqu'au port et elle a été détruite pour les aménagements qui existent aujourd'hui, à savoir les boulevards, les grandes artères qui relient la pointe d'Alger à sa partie sud. Et donc, voilà, Alger, c'était une Casbah, une médina, comme on dit ailleurs, fortifiée, qui a joué un rôle important en Méditerranée, ne serait-ce que parce que elle a été un repère de la course. Je ne sais pas si vous en avez parlé, ça a été le cœur de la piraterie, un des cœurs de la piraterie en Méditerranée, avec des corsaires qui plus ou moins ont fait ensuite plus ou moins allégeance à l'Empire ottoman, mais en tout cas, Alger a eu cette activité de course, de marché ouvert, de rival d'autres cités méditerranéennes. Et à partir de 1515, je vais vite, hein, mais parce que ça façonne là aussi l'histoire de l'Algérie et d'Alger, c'est l'installation de la régence turque ottomane. Et c'est pas rien, c'est 3 siècles. C'est 3 siècles de présence ottomane qui donnent un cachet à cette ville, notamment donc à la Casbah, avec ses maisons communes, avec ses maisons avec patio, avec ses dédales, avec cette architecture qui s'incruste dans la baie et qui aujourd'hui fait figure presque d'anachronisme par rapport à ce qui est devenu la ville européenne et ce qui est devenu aussi la ville par extension telle qu'elle s'étend depuis 1962. Mais ce passé est tout de même là, il est visible, il est parfois
il rappelle ce que fut la présence turque en Algérie, avec ses codes, avec ses mots, avec ses quartiers, avec la notion de porte, avec toutes les anecdotes qui ont irrigué le discours et la langue algéroise, avec des références à un passé qui bien entendu n'existe plus. Il était de coutume, par exemple, de fermer les portes la nuit. Et ça, le parler algérois, le parler arabe algérois, on a gardé quelques traces, quelques expressions qui font référence à un verrouillage, au fait d'aller s'expliquer devant les autorités si on se présentait à cette porte durant la nuit. Et il y a aussi, je dirais, la composition même démographique d'Alger, à partir de la présence de la Régence. Parce que la Régence s'installe, elle est à la fois une force musulmane protectrice, notamment contre les ambitions espagnoles. Les Espagnols ont longtemps lorgné sur Alger. Ils ont même occupé quelques îlots qui étaient au large d'Alger, des îlots qui ont disparu aujourd'hui parce qu'ils ont été intégrés à la rade. Mais pendant longtemps, il y a eu jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la fin du deuxième tiers du XVIe siècle, il y a eu un fortin, une place fortifiée espagnole qui donnait directement sur Alger et la Régence a fini par détruire ce fortin et par le prendre. Mais donc on a à la fois une présence ottomane à Alger qui vient avec sa langue, avec sa démographie, c'est-à-dire ces populations qui viennent d'un peu partout, de tout l'Empire ottoman, avec ses us, avec ses coutumes, notamment culinaires, et tout ça, c'est un des héritages actuels de l'Algérie et d'Alger. Il y a dans l'Alger tel qu'il existe encore aujourd'hui un héritage turc, turco-ottoman plus exactement, assez palpable. À la fois dans les traditions, je dirais, culinaires, mais aussi en termes linguistiques. Il y a il y a beaucoup de mots turcs dans l'algérois, dans l'algérien, et en tout cas plus particulièrement dans l'algérois, parce que la présence turque n'a pas été neutre. Elle n'a pas été neutre non plus dans la composition, je dirais, démographique d'Alger. Parce que Alger, au Xe siècle, elle est fondée par par Bollorine, un souverain berbère. Au départ, c'est une ville berbère, berbérophone. C'est une dynastie berbérophone. Le rapport de force va changer, mais lorsque les Ottomans s'installent, il y a paradoxalement un nouvel afflux berbérophone en direction d'Alger, dans la mesure où les Ottomans, qui sont effectivement des protecteurs de la ville, sont aussi des percepteurs d'impôts. Et que certaines tribus, notamment en Kabylie, refusent de payer l'impôt. Sur les 3 siècles, il y a énormément d'épisodes de représailles menées par le représentant de la Sublime Porte pour obliger les tribus à payer l'impôt. Et c'est comme ça que, au XVIe et XVIIe, vous avez des tribus qui sont déplacées de force. En tout cas, une partie de certaines tribus qui sont déplacées de force, qui sont installées de manière autoritaire dans les entourages d'Alger, aux marges de la ville, qui commence déjà à s'étendre à ce moment-là. C'est une prise en otage, quelque part. C'est-à-dire que les Ottomans, pour percevoir l'impôt, pour veiller à ce que les régions berbérophones ou d'autres soient, totalement pacifiques et soumises, on prend une partie de la tribu, on l'installe de force. Et donc, dans Alger, il y a cette, je dirais, Alger est une ville, on dit souvent que Alger est une ville kabyle. Ce n'est pas une ville en Kabylie, mais c'est une ville qui a longtemps été qualifiée de kabyle. Pourquoi ? Parce que
il y avait une bonne partie de la population était originaire de Kabylie. On dit souvent pour l'anecdote que le kabyle à Alger c'est la langue du piston. C'est-à-dire que c'est la langue qui vous ouvre la porte quand vous êtes dans une administration, ou à l'époque de Boumedienne, j'entendais tout à l'heure vous parliez de Boumedienne, donc dans les années 70, qui est une période assez compliquée, mais en tout cas, par exemple, c'était une période, entre autres, de pénurie, et que si on parlait kabyle, on pouvait facilement se débrouiller parce que beaucoup de commerçants étaient berbérophones, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire que vous voyez que la présence turque qu'on a tendance systématiquement à négliger parce qu'elle est d'abord peu connue, il y a peu d'histoire la concernant, et puis on est en France et donc c'est comme si l'histoire d'Algérie commençait en 1830, or non, contrairement à ce qu'a déclaré Macron il n'y a pas très longtemps. Il y a une nation, alors il ne veut pas qu'on l'appelle algérienne, mais il y a une nation qui existe, qui a ses rapports politiques, il y a ces esclaves que les Ottomans sont allés chercher un peu partout, et notamment dans les Balkans, qui vont s'installer en Algérie et qui vont faire souche, ce qui donne parfois, quand vous observez les physiques en Algérie, parfois vous avez des contrastes assez affirmés qui proviennent aussi de cette période-là. Vous avez des familles qui s'affranchissent peu à peu de l'influence de la Régence et qui donneront une proto-bourgeoisie algéroise qui vivra dans la Casbah, mais qui ne survivra pas à, je dirais, l'effet de nos rouleaux compresseurs et au déclassement imposé par la colonisation et par la France. Voilà, je voulais vous parler vraiment de ça. Alors, épisode intéressant dans ce passé-là, je me suis toujours dit que ça pourrait faire, je sais qu'il y a eu quelques écrits là-dessus, mais que ça pourrait faire l'objet d'un roman. Il faut que vous sachiez que Cervantes aurait écrit Don Quichotte à Alger, puisque Cervantes a été prisonnier à Alger pendant 5 ans, qu'il y a même un lieu dont on pense que c'était là où il était fait prisonnier, du côté de Bellecour. Donc il est resté 5 ans prisonnier. Voilà, donc c'était à la période, c'était entre 1575 et 1580. Voilà, je suis allé très vite sur la question de la Régence, mais il faut avoir ça en tête. 1962, c'est une date clé dans l'histoire d'Alger et de l'Algérie, puisque c'est là où tout commence, en tout cas pour l'Algérie indépendante. Je vous renvoie à l'ouvrage de Malika Rahal, l'historienne, qui raconte l'année 1962, de comment l'Algérie a été obligée de s'organiser, parce que c'est très bien d'être indépendant, mais il faut que les affaires continuent, et donc il y a des choses assez incroyables qui se passent, notamment il faut organiser la rentrée scolaire, les 2/3 ou les 4/5 des profs sont partis, il faut que les administrations continuent de marcher, et Alger connaît une transformation majeure, c'est-à-dire qu'elle connaît d'abord un exode, à peu près 350 000 à 400 000 personnes qui partent. C'est pas rien. Et dans un système de balancier, vous avez un afflux de populations qui étaient soit des populations qui étaient de l'intérieur, mais vous aviez aussi beaucoup de déplacés qui ont saisi l'opportunité de venir à Alger. Donc, tous les témoignages concernant cette époque concordent, celle d'une ville qui change soudainement. Mais soudainement, c'est-à-dire que le français disparaît. Il y en a encore, ceux qu'on a appelés les pieds rouges, ceux qui sont venus aussi pour aider les Algériens. Mais c'est plus du tout la même chose que 2-3 ans auparavant. Donc vous avez la physionomie de cette ville, en tout cas c'est la physionomie vivante, le vivant change avec tout ce que cela sous-entend comme rush, comme accaparement de biens abandonnés par les pieds noirs, ce qu'on a appelé en Algérie les biens vacants, d'histoires à répétition de gens qui s'installent dans des maisons mais qui finissent par être délogés par plus puissants qu'eux, et ça va durer quelques années. Donc c'est une ville qui
qui se recompose au point de vue de la population. Il y a ceux qui vivaient déjà à Alger, mais il y a un arrivage. Il y a un gros arrivage de gens et ça va donner un brassage qui va se stabiliser à partir du début des années 70, avec une espèce de, je dirais, de fusion entre ceux qui étaient là depuis longtemps et ceux qui sont arrivés après, et avec une espèce d'effacement progressif de la mémoire de la colonisation, puisque les rues sont débaptisées, puisque les statues des Français ont été abattues, et puisque petit à petit, la ville commence à s'étendre à ses marges, là où était encore la végétation, là où encore on avait des champs. La démographie de l'Algérie après l'indépendance, je ne vais pas vous y revenir, mais c'est un taux de fécondité assez important. Et il y a à Alger, c'est l'un des points importants qu'il faut garder en tête, Alger en cela est symbolique du reste de l'Algérie. Alger a toujours connu, même à l'époque coloniale, une crise du logement patente. C'est-à-dire que la crise du logement, c'est pas l'indépendance. C'est pas parce que les Algériens se sont mis à faire beaucoup d'enfants que la crise du logement est soudain arrivée. Il y avait déjà une crise structurelle de logement à Alger. Les Français sont partis, certes, ça a libéré des logements, mais ceux qui les ont occupés l'ont fait rapidement, et la démographie ensuite a placé la capitale dans une situation d'engorgement. On dit que la ville telle qu'elle existait en 1962 est conçue pour à peu près 400 000, 500 000 personnes. 450 000, mettons 500 000, 1 demi-million de personnes. Bon, si je vous dis aujourd'hui qu'Alger, c'est à peu près 4 millions, à peu près, 4 millions et demi, on dit, j'ai même vu le chiffre le dernier recensement, c'est à la fin des années 2000. Donc, bien entendu, ce chiffre couvre les nouveaux quartiers, là où Alger s'est développé, mais tout de même, ça vous donne une indication de ce que la ville a pu encaisser. Et c'est l'un des facteurs essentiels de cette ville qui a été très vite mise sous contrainte. Elle a été mise sous contrainte de par à la fois ce boom démographique important et par le retard en matière d'infrastructure. Très vite, le tram qui circulait dans certaines rues a été enlevé parce que ça congestionnait le trafic automobile qui a connu son grand développement comme dans n'importe quel pays dans les années 60-70. Alger a mis énormément de temps à avoir son métro. J'ouvre une parenthèse ici. On peut raconter l'histoire de l'Algérie post-indépendance en racontant l'histoire de ce métro. C'est-à-dire de rappeler que les premières études ont commencé à la fin des années 60, que le premier coup de pelle a été donné au milieu des années 70 et qu'il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour que le métro soit enfin mis à disposition des Algériens, des Algérois. C'est-à-dire que c'est une ville, quand on me demande de la décrire, je dis souvent c'est une ville de la difficulté. C'est une ville de la difficulté parce que le déplacement y est difficile déjà. C'est-à-dire que moi j'ai toujours expérimenté ça. Alors maintenant il y a le métro et un confrère, Qadi Hssen, qui est à la tête de la Radio M, qui a des déboires actuellement avec le pouvoir, avait écrit, quand le métro avait été inauguré, il avait dit, et c'est un métro qui ne touche que la partie basse de la ville. C'est-à-dire que si vous êtes dans les hauteurs, vous continuez à être confronté à la question du déplacement, de la facilité de déplacement. Il n'empêche que maintenant, quand on a la chance d'habiter Alger Centre et qu'on veut aller à l'aéroport, c'est bien plus simple que ça n'a été le cas pendant des décennies. Et donc ce confrère avait écrit « La vie va être un peu moins difficile pour les Algériens et les Algérois qui habitent le centre-ville. » Parce que on est conditionné par ça. Alors vous allez me dire, beaucoup de villes, ça existe dans beaucoup de villes, certes, mais voilà, c'est une capitale. Et c'est une capitale où très tôt, on a appris à intégrer l'idée que le déplacement est compliqué. Et aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire parce que le niveau de vie ayant augmenté, le pouvoir d'achat de beaucoup de familles ayant augmenté,
des réformes ayant eu lieu concernant les importations de véhicules, aujourd'hui, c'est une ville congestionnée. C'est une ville congestionnée, des embouteillages, donc il y a toute une gymnastique à faire, toute une arithmétique à faire pour prévoir son déplacement. Et c'est ce qui fait que là, on est à 50 mètres d'une station de métro. On peut aller être à l'autre bout de Paris en moins de 3/4 d'heure. C'est des schémas de pensée dont il faut bien se rendre compte que ce n'est pas aussi répandu que ça dans le monde. Que quand vous vivez à Alger, vous intégrez cette difficulté-là. Et ça compte, ça pèse pour beaucoup de choses, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan de l'organisation de tel ou tel événement. Enfin voilà, donc moi j'ai souvent dit ça. Et c'est une ville de la difficulté pour une autre raison. C'est une ville de la difficulté de par sa topographie. Parce que, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est une ville qui tombe dans la mer, qui est toujours en côte. Donc c'est très facile de dévaler. Quand vous habitez les hauteurs et que vous descendez au centre-ville, ma foi, c'est très simple. Après, il faut remonter. Et je peux vous garantir que quand vous êtes descendu pour faire les courses ou pour faire un entraînement ou et vous avez passé une partie de la journée au centre-ville et qu'il faut remonter, sachant que vous avez grosso modo, je vous livre des souvenirs, vous avez grosso modo 2 lignes de bus avec une fréquence de bus à intervalle de, ma foi, 3/4 d'heure, 1 heure, vous êtes obligé de marcher. Voilà. Et Alger fait de vous un marcheur. Et beaucoup de gens le constatent et le disent. Et je regarde les gens de ma génération. On a été obligé, on a été forcé d'apprendre, enfin de privilégier la marche dans la mesure où c'était la seule chose qui s'offrait à nous. Et quand j'explique que c'est une ville qui tombe dans la mer, c'est très important aussi. Là, je vais être peut-être très, 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 très subjectif, c'est un parti pris, mais c'est une ville ouverte sur la mer. C'est-à-dire que vous avez des moments de grâce réels quand vous êtes dans les hauteurs. Vous êtes dans un vallon, vous voyez pas la mer, etc. Mais à partir du moment où vous la voyez, vous ne la quittez plus des yeux. C'est-à-dire que elle est là. La ville ne fuit pas, ne tourne pas le dos à la Méditerranée. C'est le cas, par exemple, d'Oran. Oran est une ville portuaire, mais où l'urbanisme, il y a bien entendu un front de mer, je nie pas, mais c'est très peu en comparaison d'Alger, qui a aussi cette baie extraordinaire, qui est absolument pas exploitée sur le point de vue touristique et architectural, mais c'est à mon sens, c'est une des plus belles baies de la Méditerranée. Vous avez 2 points qui se font face et qui sont une anse assez large qui donne un contraste, une amplitude de vision assez importante où que l'on soit dans les hauteurs d'Alger, par exemple. Je reviendrai parce que c'est important par rapport à l'avenir de la Casbah. Et donc voilà, ça aussi, cette architecture, c'est-à-dire que les Français, lorsqu'ils sont arrivés, ont à un moment donné pensé qu'il valait peut-être mieux détruire la Casbah et faire une ville européenne, en tout cas qu'il fallait rogner le maximum sur la Casbah pour que la ville méditerranéenne, cette ville où il y a des immeubles haussmanniens qui rappellent Paris, c'est très clair, ou certains immeubles de Marseille, que cette ville puisse s'intégrer. Bon. Napoléon III a réussi, sous Napoléon III, ça a été freiné. Donc vous aviez cette coexistence entre la Casbah, ces maisons dites mauresques, et puis le caractère européen tel qu'on peut le retrouver dans les villes françaises. Et ce qui m'a toujours interpellé, c'est que, sauf exception, on a l'impression qu'il y a une continuité logique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Lorsqu'on va dans la Casbah et qu'on passe dans le début de la ville dite européenne, il n'y a pas de délimitation symbolique. Enfin, si, il y a la place des martyrs, mais il n'y a pas, je dirais, de monument qui rompt un peu cette continuité. Alors, je reviens à 1962 parce que, après, le sort de la Casbah a été dramatique. Parce que, bien entendu, tout le monde, beaucoup de gens ont quitté la Casbah pour aller s'installer dans la ville européenne. La Casbah a commencé à se dégrader et a commencé à servir de sas, d'entrée pour les populations poussées vers la capitale par l'exode rural. Lesquelles populations n'attendaient qu'une occasion, une possibilité pour pouvoir s'installer dans des logements modernes, construits après l'indépendance. Et donc, il y a eu ce phénomène de foyer de tension récurrent au niveau de la Casbah, avec des ras-le-bol récurrents de ses habitants qui revendiquaient le droit d'être relogés, avec un abandon de la part des pouvoirs publics, en tout cas pendant très longtemps, de la situation, je dirais, de l'intégrité physique de cette partie de la ville qui a commencé à tomber en ruine. Alors il y a eu des mobilisations, il y a eu des architectes qui se sont mobilisés, il y a eu des politiques aussi qui ont tiré la sonnette d'alarme. La Casbah est entrée au patrimoine universel de l'UNESCO au début des années 90, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que l'UNESCO vous donne de l'argent pour protéger la ville ou pour la moderniser. C'est juste que, au contraire, c'est le fait que ce soit patrimoine universel, ça oblige normalement l'État à faire en sorte que ça demeure en état. Mais aujourd'hui encore, il y a il y a deux tendances contradictoires. Vous avez un discours officiel qui consiste à rappeler que la Casbah est le cœur historique de la capitale algérienne et que donc il faut veiller à sa réhabilitation. Et vous avez je dirais, une volonté récurrente d'intérêts divers et variés qui consiste à voir que la Casbah est tout de même un emplacement extraordinaire dans la baie et que la construction d'immeubles modernes avec une vue sur cette baie permettrait de faire des plus-values conséquentes. Et donc il y a ces deux logiques assez puissantes qui s'opposent. Jusqu'à présent, la Casbah a pu être préservée, sauvegardée, mais rien n'est dit et rien n'est joué. Et plus le temps passe et plus elle décline, elle se dégrade, et c'est dans le métier de journaliste, on appelle ça un marronnier, et on se rend compte que de manière régulière, vous avez ce triptyque population venue de l'extérieur, revendication de relogement, dégradation des habitations et spéculation immobilière par rapport à cette zone. Et donc voilà, c'est pas révolutionnaire, mais la Casbah, ça reste un foyer, je dirais, de contestation, de mobilisation et de contestation non pas politique, mais en tout cas d'exigence et de revendication sociale. Quid du reste? Eh bien, la ville d'Alger, bien entendu, son histoire politique, elle se confond d'une certaine manière, les grandes dates se confondent avec les grands moments qu'on a pu connaître au cours des 6 dernières décennies depuis l'indépendance. J'ouvre une parenthèse pour rappeler qu'en langue arabe, le mot
Alger, c'est El Jazair, qui veut dire aussi Algérie. Donc le mot El Jazair désigne à la fois Alger et désigne à la fois l'Algérie. Donc on précise, en arabe, on dit souvent El Jazair al-Asima, c'est-à-dire Alger la capitale. Et ça en dit long sur le poids d'Alger. Et Alger, exode rural, population qui viennent, difficultés. Dès les années 70, il était évident que cette ville souffrait et était engorgée, que même si elle s'étendait autour de ses vergers, qu'elle mangeait sur la Mitidja, etc., il y avait un souci. Et donc il y a eu un projet pendant très longtemps, c'est une espèce de serpent de mer, de délocaliser Alger, délocaliser l'Alger administratif, l'Alger ministériel, en créant une nouvelle capitale dans les hauts plateaux. C'est un projet qui est apparu, si ma mémoire est bonne, sous Ben Bella, que Boumedienne a repris à son compte, mais qui ne s'est jamais formalisé, qui ne s'est jamais concrétisé. L'idée était de faire sortir les grosses administrations d'Alger, les ministères, les entreprises publiques, de manière à décongestionner la capitale. C'était une époque dans les années 70 où c'était un concept assez fréquent. Hein. Les gens avaient en tête ce qui a été fait au Brésil avec Brasilia, par exemple. Je rappelle que l'architecte Niemeyer a beaucoup travaillé en Algérie. Il avait été sollicité pour travailler sur ce projet de capitale. Mais en réalité, je pense que jamais le pouvoir n'aurait accepté de quitter Alger. C'est trop symbolique, parce qu'Alger, c'est le pouvoir. Si vous tenez Alger, vous tenez le pouvoir. Et je ne sais pas si vous avez vu alors ce n'est pas le film La bataille d'Alger, c'est le documentaire autour du film sur la bataille d'Alger. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais je vous le conseille. C'est un documentaire sur comment le film La bataille d'Alger a été réalisé. Et on explique, entre autres, que justement, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait une discussion sur ce qui s'est passé en 62. L'un des éléments qui a fait basculer le sort du pouvoir en faveur du clan de l'armée des frontières et au détriment du GPRA, c'est que l'armée des frontières avait pour alliés les gens qui tenaient Alger. Et qu'à partir de ce moment-là, le rapport de force s'est inversé. Et donc, ce projet de nouvelle capitale dont on parlait régulièrement n'a jamais vu le jour. Ça aurait pu être une chose importante pour la ville, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est une ville, malgré toute son énergie, qui souffre. Mais en tous les cas, ça n'a jamais vu le jour. Il était évident que cette concentration de population, dans un contexte où vous avez une ville et vous avez une agglomération une superposition de communes qui forment Alger, mais vous n'avez pas la mairie d'Alger. Pas comme ici, on a la mairie de Paris. Donc, en termes de gestion urbaine, c'est très compliqué. Le pouvoir a pensé, a réfléchi, a essayé de se dire qu'il serait peut-être bon de faire une mairie unifiée. Ça s'est jamais fait. Il y a eu à un moment donné la nomination d'un super préfet, un wali en charge de la ville, mais ça n'a jamais mené à une amélioration des questions des problèmes de transport, des problèmes de circulation, des problèmes de planification économique, et bien entendu, même si c'est un des points les moins abordés quand on discute avec les responsables, de planification écologique. Or, Alger a connu des drames liés au phénomène extrême, et c'est vraiment un des enjeux pour les décennies à venir. En tous les cas, sur les 6 décennies qu'a connu Alger, c'est vrai que ça coïncide bien. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu le coup d'État du 19 juin 1965, c'est-à-dire que c'est à Alger que ça se joue. C'est bien entendu, c'est la capitale, donc Ben Bella rentre d'Oran où il a vu un match de foot, et son ministre de la Défense, Rouhali Boumedienne, prend le pouvoir. Quand on lit la presse de l'époque, on se rend compte à quel point ce coup d'État était anticipé. C'est-à-dire que c'était un sujet récurrent dans la presse. Quand est-ce que
est-ce que le ministre de la Défense va chasser le président, le premier président d'Algérie indépendante? Bon, voilà, ça c'est un grand événement et Alger proteste moyennement, mais elle proteste quand même et notamment à la Casbah. C'est à la Casbah que vous avez des mobilisations, notamment menées par la gauche algérienne, par l'extrême gauche algérienne, pour protester contre le coup d'État. Le deuxième coup de boutoir contre le pouvoir algérien, il ne vient pas d'Alger. Il vient de Kabylie. Au début des années 80, c'est le printemps berbère. Boumedienne n'est plus là et vous avez une revendication à la fois culturelle, identitaire, mais aussi démocratique. Et les manifestations commencent à Tizi Ouzou, mais elles prennent très vite à Alger, notamment dans le milieu étudiant. Et donc, la répression va avoir lieu en Kabylie, clairement, mais elle va toucher aussi Alger. Et c'est là où on commence à se rendre compte que c'est une ville qui a une particularité majeure, c'est son caractère incontrôlable en termes d'espace. C'est pas une ville, c'est une ville, si je devais la comparer à beaucoup de villes du Sud, avec une majuscule, notamment les grandes villes, les grandes capitales d'Amérique latine, où vous avez des ségrégations spatiales entre quartiers chics, entre quartiers riches et quartiers pauvres. On se rend compte qu'à Alger, il y a bien entendu des zones mieux dotées que d'autres, mais c'est infime. Et la cohabitation existe partout. C'est-à-dire que, pour celles et ceux qui connaissent, on va vous dire Alger, le quartier chic, c'est Hydra. Vous allez à Hydra, oui, effectivement, il y a de très belles villas, il y a de très beaux coins, mais vous faites 50 mètres et vous êtes dans l'Alger pauvre. Et c'est une des constantes, une des caractéristiques de cette ville. Vous n'avez pas ces zones enclavées, défendues, protégées. Bon, beaucoup en rêvent. Et on a vu des manœuvres de spéculation immobilière dédiées à faire déguerpir les populations les plus pauvres, mais ça ne marche pas parce que tout de suite vous avez des mobilisations, des émeutes, etc. Et tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une ville où il est très difficile de vivre caché tout le temps, parce que vous êtes toujours à proximité de tel ou tel quartier qui lui est plus populaire, a plus de difficultés sociales, est moins touché par l'État redistributeur, etc. Et ça va jouer avec les émeutes d'octobre 88. Les émeutes d'octobre 88, ça ne commence pas à Alger. Enfin, la contestation ne commence pas à Alger, elle commence dans la banlieue d'Alger. Vous avez des mouvements de grève, une grogne sociale qui s'étend un peu partout, la vie chère, les rumeurs pendant l'été, des affaires de détournement impliquant la famille du président, etc. et tout. Mais in fine, c'est le 5 octobre, vous avez des manifestations dans les rues d'Alger. Et pour avoir vécu ces moments-là, l'une des choses qui me reste en mémoire, c'est cette sensation d'insécurité totale, y compris pour les gens du pouvoir, qui ont eu peur, qui ont vraiment eu peur, parce que la colère sociale était partout, et parfois à 200 mètres de chez eux. Alors, parfois, c'était un groupe de jeunes en colère, etc., quand dans les rues principales d'Alger Centre, vous aviez des émeutes et des barricades. Mais en tous les cas, c'est une ville qui est une immixtion. Vous aviez une immixtion entre catégories sociales assez importantes, et en cela, le 5 octobre 1988 a été un moment charnière. C'est là où Alger se dresse contre le régime. Elle se dresse vraiment, c'est-à-dire que la jeunesse, en tous les cas, se dresse vraiment contre le régime. La jeunesse algéroise paie un lourd tribut. On a parlé de 400, voire 500, 600 morts.
avec un carnage dans certains quartiers, et jusqu'à présent, aujourd'hui, certains quartiers s'en souviennent. On parle beaucoup de Bab el-Oued, qui était un quartier européen pendant la colonisation, et dont la jeunesse a été très durement touchée, à la fois par les tirs, puisque l'armée a ouvert le feu contre les manifestants, mais aussi par la répression. Parce qu'après, il y a eu énormément d'arrestations, il y a eu des actes de torture, comme si le régime voulait envoyer un message, déjà à l'époque, qu'il ne tolérait aucune contestation. Et aujourd'hui encore, c'est une mémoire qui reste vive, même après tout ce qu'on a vécu entre-temps. L'autre point, c'est bien entendu la décennie noire. Alors, elle a touché l'ensemble du pays, mais l'un des premiers attentats majeurs qu'Alger a connu, il y en a deux. Il y a celui de l'aéroport d'Alger en août 92. Je rappelle que c'est un moment dramatique que l'Algérie a connu après l'arrêt des élections et que ça a opposé le pouvoir, les forces armées de sécurité au groupe islamiste armé, et qu'on a eu une période d'extrême violence avec les débuts de cette évolution de violence qui se sont à chaque fois formalisés à Alger, c'est-à-dire les attentats à la bombe, les attentats à la voiture piégée, les assassinats ciblés, assassinats d'intellectuels, de journalistes, de représentants de l'ordre, etc. Et à chaque fois, ça commençait à Alger. C'est-à-dire que l'impact par rapport au reste du pays où les actes de violence avaient lieu aussi, et y compris, si vous voulez, la question des massacres collectifs de masse qui ont eu lieu à partir de 1996-1997, qui ont eu lieu à 20 km, 10 km parfois du centre d'Alger. Et ça me permet de revenir sur cette question, si vous voulez, de caractère non homogène des différentes répartitions sociales et des liens avec le pouvoir dans la capitale. Vous vous rendez compte que oui. Excusez-moi, vous interrompre, ce sont des massacres de qui sur qui? Alors, ce sont des massacres qui ont eu lieu. Pardon, oui, j'aurais dû préciser. Si vous voulez, pendant la décennie noire, il y a eu un moment donné, à partir de 1996, on a eu des villages ou des zones semi-urbaines qui ont été attaquées par des groupes armés qui, pendant la nuit, commettaient des massacres avec des bilans assez effroyables. Il y a des cas où on a des bilans qui ont atteint le millier de morts. À l'époque, ça avait généré énormément à la fois de l'émotion, de la colère, mais aussi beaucoup d'interrogations, ne serait-ce que comment ce genre de choses pouvaient arriver à 10 km d'Alger, etc., avec des débats qui ne sont pas clos. C'est-à-dire qu'il y a encore une ligne de fracture aujourd'hui encore. Beaucoup de gens continuent de s'accuser les uns les autres, les uns de mollesse vis-à-vis des groupes armés, d'autres qui accusent directement et frontalement le pouvoir d'être responsable de ces choses-là. Mais en tous les cas, si vous voulez, c'est une blessure, c'est une plaie profonde qui demeure douloureuse. Cela citait certaines catégories de population. Alors, vous avez raison de poser la question. C'est une population. D'abord, c'était semi-urbain. C'est des zones parfois totalement pas encore équipées, en tout cas de populations qui venaient soit juste de s'installer. Parfois, c'était des lieux dits qui étaient avant des terres agricoles. Mais souvent, les lieux qui ont été visés étaient censés, je dis bien censés, être acquis aux idées islamistes. En tout cas, c'était des zones qui avaient voté en masse pour le Front islamique du salut. Mais qui, dans certains cas, par exemple, ça s'est avéré, ont refusé au bout d'un moment de payer l'impôt, de payer leur dû au groupe armé. Donc voilà, pour vous dire que Alger a donné le ton pendant la situation à Alger a donné le ton par rapport au reste du pays pendant la décennie noire. Ça a été une période très compliquée
avec couvre-feu, avec difficulté de circuler, avec là aussi et pendant ce temps-là, bien entendu, tous les projets de développement d'infrastructures de modernisation étaient gelés. Il était clair, par exemple, le métro d'Alger a été arrêté, le chantier, parce qu'on s'est rendu compte que les groupes armés avaient tendance à utiliser les tunnels et les sous-sols comme lieu d'action, de repli, etc. Et il a fallu attendre que la violence cesse pour que les travaux reprennent de manière satisfaisante. Je fais plusieurs sauts. Après, dans la discussion, il nous reste une petite demi-heure. On pourra en parler si vous avez des questions. Mais je pense que l'un des grands symboles du rôle, de la pulsation politique d'Alger, c'est tout de même les manifestations de 2019, puisque et là encore, le mouvement ne naît pas à Alger. Il naît à l'intérieur du pays, dans certaines villes, notamment à l'est, où les gens disent un 5e mandat de Bouteflika, on n'en veut pas. Et ils vont dans la rue. Il n'empêche, c'est que c'est à Alger qu'a lieu en février la première manifestation, et c'est ça qui change la donne. C'est-à-dire que si vous voulez faire basculer d'une certaine manière le pouvoir, si vous voulez d'une certaine manière faire venir l'attention des médias occidentaux, eh bien, il faut que ce se passe à Alger et pas ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé pendant un an. Le Hirak, à chaque vendredi, chaque mardi, vous aviez des manifestations le vendredi où tout le monde manifestait contre le régime. Le mardi, c'était les étudiants. L'élan a été brisé à la fois par les mesures sanitaires dues au Covid et par une répression ciblée contre les gens les organisateurs, les gens qui émettaient des opinions. Et donc aujourd'hui, à Alger, c'est la nasse de plomb la chape de plomb qui est sur Alger. Cette chape de plomb, elle est sur le reste du pays. Donc, d'une certaine manière, ça va de pair. Une dernière chose que je souhaitais dire sur cette ville. Alors, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais pour le coup, là, une ville, c'est des bâtiments, vous allez me dire, c'est pas vivant. Je suis fasciné par la résilience de cette ville. C'est-à-dire que Dieu sait si cette ville a subi des outrages infligés par les hommes, c'est-à-dire des erreurs en matière de planification urbaine, des horreurs qui ont été bâties ici et là, des vieux bâtiments qui sont des joyaux de l'architecture et qui témoignent d'un passé, ma foi, certes colonial, mais en tous les cas qui ont une valeur sur le plan architectural parce que c'était des expérimentations. Les architectes dans les années 20 et 30 se faisaient la main à Alger, à Casablanca, avant de prétendre construire en métropole. Eh bien, malgré cette absence de prise en compte réelle de ce qu'est la personnalité de cette ville, de ce qu'est sa beauté, c'est une ville qui résiste, qui a gardé son charme, qui a gardé je dirais, sa personnalité, son identité. Alors, il y a des problèmes, je les nie pas, bien entendu, notamment la raréfaction progressive des espaces verts, qui est un vrai souci. Il y a un problème de pollution, mais ça ne concerne pas qu'Alger. Toutes les villes du Maghreb, toutes les villes côtières du Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, ont des soucis de qualité de l'air. Ça, c'est très peu connu, mais en tous les cas, il y a un rapport de la Banque mondiale il y a 2 ans qui a tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Et puis, il y a l'avenir. Et l'avenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie a connu, au début des années 2000, un événement tragique, forte pluie et des inondations meurtrières à Bab el-Oued. Inondations meurtrières, bon, la colère de la nature, le fatalisme musulman, il l'accepte. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est le fait que les effets dévastateurs de ces inondations étaient surmultipliés parce que, faute d'entretien, notamment des égouts, des voies de drainage, dont certaines avaient été murées. Pourquoi ? Parce qu'il fallait empêcher les terroristes de les utiliser.
Et donc, ça a donné ce drame avec cette vague, ce torrent de boue qui a débouché sur Bab el-Oued et qui a emporté, qui a fait des dizaines de morts avec énormément de disparus. Tout ça pour dire que dans un pays, dans une ville correctement gérée, la question du réchauffement climatique devrait être la priorité. Notamment, c'est un exemple que je cite toujours, une ville comme Copenhague réfléchit à doubler les diamètres de ses conduits d'évacuation à cause justement de ces phénomènes extrêmes. Je ne vois pas le début d'une réflexion en ce sens à Alger. Or, c'est une ville en pente, c'est une ville qui est dans certains coins affectée par les glissements de terrain, un terrain marécageux, l'eau est partout. On a construit pour ceux qui connaissent Alger, dans les hauteurs, on a construit dans des lits d'oued asséchés. Or, là où il y a eu un oued, il y en aura un nouveau. Mais la corruption des années Bouteflika a été telle que personne n'a pu empêcher que ces ravins soient asséchés et qu'on construise des immeubles, et des immeubles, je dirais pas de luxe, mais pour possédants. Et donc voilà, ça c'est un débat, et quand vous lisez la presse algérienne, vous voyez que ça revient d'une manière ou d'une autre, mais politiquement, ça n'a pas été porté. Au début des années 90, il y a eu quelques tentatives de créer des groupes écologiques, en tout cas de réflexion sur l'avenir de la ville sous cet angle de l'écologie, mais c'est très vite balayé par la réalité et les autres urgences. Et la réalité, les autres urgences, c'est que le minimum démocratique n'existe toujours pas dans ce pays 60 ans après l'indépendance. Donc, il y a la ville, il y a ce qu'elle apporte, il y a la joie d'y être, et puis il y a cette dureté, cette difficulté à y vivre, faute je dirais, d'institutions capables d'en faire une ville du XXIe siècle. Voilà, c'est un tour d'horizon assez large et forcément incomplet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Akram. On va passer aux questions. Merci. Vous avez très bien décrit l'histoire d'Alger. Et donc, je voudrais savoir aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à l'avenir pour la jeunesse algérienne et particulièrement celle d'Alger, vu qu'ils se sont mobilisés il y a 2 ans, que depuis il y a une répression très forte, il y a beaucoup d'associations qui ont été fermées, etc. Est-ce que vous voyez ça en vous disant que ça va finir par se développer, qu'il y aura un jour une démocratie en Algérie, du fait que les jeunes ne veulent pas vivre ce que leurs parents et leurs grands-parents ont vécu? Et moi, j'étais en 2018 en Algérie, je suis allée voir des associations de femmes et des associations de jeunes, et j'ai trouvé qu'ils étaient très remontés et qu'ils avaient l'air de s'organiser. Et ce qui est arrivé en 2019, ça m'a à moitié surprise, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un ras-le-bol en Algérie de Bouteflika, de toute cette clique qui, depuis 62, profite du système. Alors, moi, je suis assez optimiste parce que je me souviens de ces jeunes et cette femme que j'ai rencontrée. Maintenant, quel est votre sentiment? Parce que moi, je vis en France depuis 58, alors j'ai peut-être pas la même vision parce que vous avez vécu beaucoup plus en Algérie. Voilà, merci. Je réponds. Oui. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la physionomie d'Alger. Je vous ai dit en 62, tous les témoignages disent du jour au lendemain, il y avait très peu de Français et on était entre nous. Et alors, l'une des autres caractéristiques de la ville, c'est une ville de jeunes. Où que vous soyez, c'est-à-dire que ça fait un choc, c'est-à-dire que alors surtout quand vous prenez de l'âge et que mais si c'est quand des jeunes qui jouent au foot dans la rue où vous avez grandi et vécu vous donnent un mot, donc mon oncle ou formule de politesse, c'est assez étonnant. Mais le temps a passé, c'est fini, voilà. Donc c'est une ville de jeunes, vous avez raison, et je parlais de résilience, mais je trouve que c'est une ville, la jeunesse sur place a une énergie, et c'est pour ça que
Vous la sentez, cette énergie. Mais chez tout le monde, effectivement. Autant, si vous voulez, il y a deux attitudes souvent qui sont... enfin, moi, j'aime beaucoup observer. Vous avez des attitudes de l'Algérois. L'Algérois ou l'Algérois. Plus on monte en âge et plus vous avez cette attitude, je dirais presque d'abattement, de résignation, de gens qui, bon, ma foi, sont revenus de tout et ont les épaules voûtées et connaissent le système et font avec. Et en plus, aujourd'hui, il y a une nouveauté extrême par rapport au reste, par rapport au passé, c'est que vous avez des gens qui vivent des exils intérieurs, c'est-à-dire que grâce à Internet, moi je connais plein de gens qui sortent très peu de chez eux en fait, qui sont dans un monde virtuel, qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et tout, c'est une autre Algérie qui vit dans les réseaux sociaux et qui est pas toujours connectée. Mais vous avez raison, c'est une jeunesse qui est dynamique, qui a innové, qui est battante, qui a parfois des idées politiques qui sont antagonistes, ils sont pas forcément, je dirais que le progressisme n'est pas forcément l'idée la plus partagée, bien au contraire, donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte, hein. C'est pas parce que c'est une jeunesse qu'elle est forcément progressiste comme celle des années 70 qui croyait en beaucoup de choses, en tout cas une partie d'entre elles, hein, notamment je dirais le paradigme socialiste, le volontariat, le militantisme, et même des choses positives, enfin positives oui, le planning familial, la mixité à l'école, les garçons et les filles qui faisaient du sport ensemble. Moi, en classe, au collège, on avait des cours d'éducation physique mixte, hein, et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je pense que si on interroge des jeunes, ils se trouveront ça normal, donc parce que l'école, etc., a été réformée et que ça a été une catastrophe. Donc voilà, et le drame, on est à la croisée des chemins. Le drame, c'est que le Hirak de 2019 a apporté énormément d'enthousiasme et d'espérance, et qu'à la limite, c'était un vrai levier pour essayer de faire démarrer ce pays, pour le refonder. Ça ne veut pas dire qu'on aurait eu la démocratie tout de suite, ça ne veut pas dire que le pouvoir aurait accepté de partir, mais en tous les cas, comme ça s'est passé dans certaines dictatures d'Amérique latine ou d'Asie, engager une période transitoire, en tout cas de changement. Or, ça n'a pas du tout été le choix. Le choix a été de la répression. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez à peu près 300 personnes, un peu plus, qui sont en prison pour avoir émis une opinion, pour avoir milité pour le changement. Ça touche des gens connus et ça touche des anonymes. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une simple conversation sur WhatsApp, vous pouvez avoir des ennuis avec les autorités. Donc, alors ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour n'importe quel. Mais oui, mais de toute façon, c'est presque c'est une évidence. Vous savez, c'est un pays qui a une jeunesse, donc c'est une configuration en plus idéale. En théorie, on est dans la meilleure des configurations pour ce pays. Pourquoi ? Parce que normalement, il y a la pyramide des âges est dans un cadre idéal, c'est-à-dire que vous avez une démographie qui tient la route, qui est plus aussi explosive qu'avant. Vous avez des gens qui partent à la retraite, mais vous avez des gens qui pourraient, une pyramide, un segment assez large, qui pourraient être dans la vie active et donc assurer les retraites et assurer l'avenir des générations futures. Or, le problème, c'est que ce que le régime ne comprend pas, c'est que sans ouverture démocratique, il n'y aura pas de progrès économique et social. Ou alors il faut être la Chine et en avoir les moyens. Or, le modèle chinois, il n'est pas duplicable pour diverses raisons. Et donc, tant que vous freinez les libertés, vous les freinez aussi sur le plan économique et social. Et ça, la jeunesse en est consciente. Alors, merci pour votre exposé. Je sors un peu de l'Alger pour savoir quelle est la politique du gouvernement algérien par rapport à la Russie. Parce que il y a je pense qu'il y avait, d'abord elle a un tout petit peu freiné pour donner sa réponse, enfin pas tout de suite, et par la suite je pense que l'Algérie se substitue à d'autres pays qui ne peuvent pas se procurer le gaz russe, mais je peux me tromper, hein, je suis pas sûre de moi. Non, mais bon,
Je vais élargir le champ de la réponse pour vous dire que l'Algérie fait partie de ces pays du Sud qui ne sont absolument pas dans la même position que les pays d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que quand on dit le monde entier est contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il faut relativiser ça et bien se rendre compte que dans beaucoup de pays africains, arabes, les positions sont bien plus mesurées, bien plus, je dirais, nuancées. Beaucoup de pays se sont abstenus de voter la condamnation de l'invasion de la Russie, dont l'Algérie, dont le Maroc. Enfin, le Maroc n'a même pas voté, a préféré s'abstenir de voter, et la Tunisie aussi s'est abstenue. J'ai consacré un article là-dessus dans Orient 21 sur les réactions des pays du Maghreb à la question ukrainienne. Et vous avez raison, il y a des vieilles relations entre l'Algérie et la Russie. Il faut savoir que 90%, grosso modo 80% de l'armement algérien provient de Russie, donc il y a de vieilles relations, mais qu'en même temps, vous avez aussi des relations économiques entre l'Algérie et l'Occident. Donc, c'est une position très nuancée, mais en tous les cas, en aucun cas, une condamnation de la politique russe. Vous avez des appels très convenus au retour de la paix, des propositions de bons offices, etc. Là où c'est un peu compliqué, c'est que, en même temps, l'Algérie n'oublie pas ses intérêts. Je pense que c'est ça qui caractérise aussi beaucoup de pays du Sud, qui partent du principe que c'est une affaire qui ne les regarde pas, que ça ne les concerne pas et qu'en tous les cas, il faut qu'ils veillent à leurs propres intérêts. Dans le cas de l'Algérie, c'est garder de bonnes relations avec la Russie, parce que c'est un fournisseur d'armes, et en même temps, ne pas se mettre l'Occident à dos, parce que c'est l'Occident qui achète le gaz et le pétrole algérien. Voilà. Et c'est un pas de deux. Et d'ailleurs, tout le monde s'est précipité à Alger. Il y a des ministres français, il y a le président du Conseil italien qui est allé à Alger, mais il y a aussi le ministre Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe qui est allé à Alger. Ils ont signé un nouvel accord stratégique. Tout ça pour dire que, et c'est d'ailleurs vraiment quelque chose qui dans l'actualité est très marquant, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est le monde entier qui est révulsé, qui devrait l'être. C'est une invasion, quoi qu'on pense de Poutine et du régime ukrainien. La Russie a envahi, c'est une agression. Pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir. Simplement, il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est la guerre, et je vois pas pourquoi je serais en colère, et je vois pas pourquoi je revendiquerais la justice internationale quand cette justice internationale n'existait pas pour l'Irak, n'a pas existé pour la Libye et pour la Palestine. Donc voilà, c'est un peu ça qui est... Et ça, les opinions publiques, et notamment une partie de la jeunesse, va plus loin que ça. C'est-à-dire le ressentiment à l'égard de l'Occident sur le plan politique est tel que Poutine est presque vu, pour certains, comme un héros qui va mettre l'Occident à genoux. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et est-ce qu'il y a un changement par rapport à la politique algérienne concernant la Palestine? Parce que ça bouge pas beaucoup, c'est difficile. Alors, vous avez, en tout cas, contrairement à d'autres pays arabes, contrairement au Maroc, contrairement aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, vous n'avez pas de normalisation. C'est-à-dire que pour le moment, les Algériens continuent à dire aux Israéliens pas de normalisation tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas un accord définitif entre Palestiniens et Israéliens, tant que les droits des Palestiniens ne seront pas reconnus. Pour la majorité de la population, c'est une cause fondamentale. C'est-à-dire que dans les manifs, on a vu des drapeaux algériens, mais on voit aussi des drapeaux palestiniens. Dans la réalité, il faut dire que depuis Bouteflika, les Algériens ne se sont pas beaucoup investis, je dirais, en termes diplomatiques pour défendre les Palestiniens, contrairement à ce qui fut le cas dans les années 80-90. Bon, l'Algérie a eu d'autres problèmes et ensuite il y a eu la stratégie de Bouteflika de renouer avec l'Occident, de montrer que l'Algérie s'était normalisée et il y a eu très peu d'initiatives diplomatiques concernant en faveur des Palestiniens, mais il n'y a pas de remise en cause du principe droit des Palestiniens d'abord. Je reviens à la question d'avant.
Vous avez écrit un article très intéressant dans le Monde Diplo cette année. Ce mois-ci, excusez-moi. Vous n'avez pas parlé du blé, de la famine, d'une famine. C'est un gros problème avec la guerre en Ukraine. Ah oui, par La rapport à crise ça. alimentaire. Oui. L'Algérie est dépendante de la Russie au niveau. Ah non. Non. Alors, pour ce qui est du blé, voilà, c'est là où vous voyez le pragmatisme de l'Algérie indépendante. Parce que souvent, le raccourci, c'est de dire ah, l'Algérie après 62, c'est le bloc de l'Est, c'est la Russie. Non, ça a toujours été très mesuré. C'est-à-dire que l'armement est russe, mais par exemple, l'aviation civile, c'est Airbus et Boeing. Et pour le blé, le principal fournisseur de blé jusqu'à aujourd'hui, c'est la France. Donc, quand on a tout ce cinéma récurrent sur les fâcheries entre l'Algérie et la France à cause des questions mémorielles, il ne faut pas se laisser avoir. Parce que dans la réalité, il y a de vraies relations économiques, il y a de vrais liens. Et l'un de ces liens, c'est le blé français qui est vendu à l'Algérie. Et depuis 1962. Ça a toujours été le cas. Alors, de temps en temps, quand le ton monte entre les deux capitales, les Algériens disent, c'est comme ça, on va acheter du blé ailleurs. Et donc, il y a eu quelques ouvertures sur le blé ukrainien, moins le blé russe, un peu le blé d'Amérique latine, sauf que la logique économique, la logique logistique, c'est la France. Et donc, là, ils en sont revenus. J'ajoute à cela que le blé ukrainien est au regard des critères sanitaires algériens, est pas bon. Voilà, est pas bon. Donc les Algériens n'en veulent pas, et il y a eu des cargaisons qui ont été refusées à plusieurs reprises. Mais vous avez raison de poser la question parce que ça fait partie des enjeux à venir. Il y a eu une histoire assez bizarre il y a quelques mois, avant le début de la troisième ou quatrième trimestre 2020, 2021, je n'ai pas la date exacte, mais en tous les cas, il y a eu un truc très bizarre qui s'est passé, c'est qu'il y a un bateau de blé français qui est arrivé à Alger, et on a trouvé, donc la cargaison a été rejetée, parce qu'on a trouvé des cochons morts à l'intérieur. Donc on ne sait pas très bien, voilà, vous pouvez faire tous les scénarios que vous voulez, voilà, c'est assez possible. On ne sait pas qui a fait ça, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un coup de tel ou tel concurrent. Mais en tous les cas, de manière globale, pour rester dans le truc structurel, non, l'Algérie a cette relation très forte avec les céréaliers français. Et c'est très peu évoqué. C'est rarement mis en avant. La France reste le principal comment on dirait partenaire, merci. Partenaire, le principal partenaire commercial de l'Algérie. L'Algérie était productrice de Elle blé est toujours. romain, mais comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à fournir de blé pour ses propres populations? Ah, alors l'Algérie est toujours productrice de céréales. Il y a certaines céréales où elle est même exportatrice, aussi bizarrement parce que on parle beaucoup de l'épeautre, par exemple. L'Algérie en exporte. Maintenant, c'est insuffisant pour tous ses besoins parce que les Algériens, 40 millions d'habitants. Il faut nourrir cette population avec des modes de consommation qui ont évolué beaucoup. Bon, traditionnellement, ça a toujours été à base de céréales, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont posées. Cette crise, de toutes les façons, si elle pouvait avoir un avantage vis-à-vis des pays importateurs, c'est que ça devrait les obliger à regarder de près l'évolution de leur mode d'alimentation. Par exemple, mais ça vaut pour le Maroc comme pour la Tunisie, le gaspillage du pain. Dans les pays du Maghreb, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que c'est jamais facile à dire, mais c'est vrai que ce sont des produits subventionnés, donc plus faciles à gaspiller, malheureusement. Mais souvent, ce sont les aliments essentiels pour beaucoup de gens.
Donc, et pour l'Afrique subsaharienne, c'est autre chose, c'est de revenir aux produits traditionnels. Je reviens à la partie Alger pour rebondir sur l'avenir de la jeunesse éventuellement et de sa population plus globalement. Donc Alger, quels sont en termes de bassin d'emploi, quels sont les emplois, donc quelle est l'économie locale, et en particulier quel est le rôle du port? Est-ce que dans son futur et son développement, je ne sais pas, on peut imaginer, je sais pas, des aspects pêche, commerce, transport de marchandises, tourisme, industrie. Donc bassin d'emploi Alger, notamment le port. Alors, j'ai pas de statistiques en tête, mais les grandes catégories. Alger étant une ville, étant la capitale, vous avez l'État et les collectivités locales sont, si je ne m'abuse, le premier employeur. C'est-à-dire, vous avez énormément d'administration, vous avez énormément de ministères, vous avez des entreprises publiques aussi. Alger est le siège de toutes les grandes entreprises publiques. Et l'économie algérienne ayant été étatisée, vous savez que vous avez des géants dans tous les secteurs qui continuent à avoir leur siège à Alger. Donc ça, c'est l'économie de la ville, c'est ça. Vous avez un bassin industriel qui entoure la capitale, qui lui aussi est pourvoyeur d'emplois. Je pense notamment, par exemple, à la ville de Rouiba, qui est à 20-30 km d'Alger, mais qui aujourd'hui, en réalité, dans Alger. Parce qu'avant, vous pouviez, quand vous alliez d'Alger à Rouiba, vous aviez une césure, vous aviez de la campagne avant. Aujourd'hui, vous avez un étalement urbain qui touche quasiment cette ville. C'est le Grand Alger. C'est ça. Et donc, vous avez un siège, un bassin d'emploi industriel. On a parlé de la jeunesse tout à l'heure. L'activité de beaucoup de la jeunesse est difficilement quantifiable parce que c'est l'informel. C'est les petits boulots, c'est la débrouille, c'est des métiers inhérents à ce qui se passe en ville, c'est-à-dire, on a inventé un terme pour ça, par exemple, le parkinger, c'est-à-dire le gars qui vous gare votre voiture en bas de l'immeuble, qui la surveille contre paiement. Donc l'informel est assez présent. Le commerce informel, en règle générale, est une activité assez importante pour une grande partie de la jeunesse. Donc voilà, si vous voulez, quelles sont les grandes, avec une difficulté notamment pour les services de se développer, les services à la personne, les services commerciaux. Il y a des tentatives, mais elles sont liées à la difficulté. Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté de déplacement. C'est bête à dire, mais si vous voulez faire de la livraison de pizza, il faut que vous soyez capable d'envoyer des gens ici et là. Et si vous avez des bouchons en permanence, c'est compliqué. Mais on voit une transformation progressive en termes d'économie. C'est le poumon économique de l'Algérie et le port joue un grand rôle, mais le port joue un rôle pour les passagers, parce que c'est une des dessertes. Ça continue, les lignes maritimes entre l'Algérie et la France, par exemple, l'Algérie et l'Italie, l'Algérie et l'Espagne, si je ne m'abuse, c'est aussi par le port d'Alger. Mais l'essentiel de l'activité du port est commercial, avec un immense problème d'engorgement. C'est-à-dire que tous les projets qui jusqu'à présent ont été initiés à la fois pour augmenter les capacités portuaires avec éventuellement de nouveaux quais, de nouveaux terminaux, ou les projets régionaux de développement de ports pour décongestionner Alger, n'ont pas encore donné les résultats. Donc, je me souviens toujours d'une parole d'un ministre français qui avait dit que pour lui, il voyait l'état de l'économie en faisant le trajet entre Paris et sa circonscription le week-end, il comptait le nombre de camions. Vous pouvez avoir une idée d'où en est l'économie algérienne en comptant le nombre de bateaux qui sont en attente dans la rade. Et je peux vous dire que parfois c'est impressionnant. Et puis après, vous intégrez le fait que tous ces bateaux qui attendent, c'est de l'argent, parce que c'est des surestaries, c'est des choses. Il y a un souci de rotation. Mais le port d'Alger demeure encore l'un des points d'entrée principaux de la. Moi, j'avais eu l'occasion à un moment donné de le visiter de fond en comble. C'est assez impressionnant, mais c'est quand même
la géographie, elle est incontournable. C'est que soit vous avez des débarcadères un peu plus loin, soit vous détruisez de l'environnement un peu plus loin pour gagner pour l'extension du port, et ça n'a pas été fait. Mais c'est un port qui est dans la ville. C'est ça qui est intéressant. C'est un port qui est dans la ville, c'est-à-dire c'est pas, c'est comparable à Marseille, et encore, c'est encore plus, c'est plus proche. Le port, vous le voyez, vous le touchez, voilà. Je peux poser une question? Alors moi, j'ai une question peut-être un peu naïve qui touche un peu aux questions mémorielles. Oui. Alors on l'a vu, on l'a dit, on l'a écrit. Enfin, Alger, la ville d'Alger a été profondément impactée par la présence française. Bien sûr. Ses habitants aussi. Et moi, je voulais savoir, à l'heure actuelle, maintenant, aujourd'hui, comment les Algérois accueillent et perçoivent les Français. J'imagine que la réponse n'est pas homogène. Bon, alors, ma dernière expérience en ce sens n'est pas récente, elle remonte à 2012, où j'ai été à Alger, en Algérie en règle générale, mais notamment à Alger avec un groupe. J'en avais fait un livre qui s'appelle Retour en Algérie, où je m'étais retrouvé dans un voyage. J'avais accompagné Jean-Claude Guibaud et il y avait une centaine, voire 200 lecteurs de La Vie, de l'hebdomadaire La Vie, et notamment des anciens du contingent, des Pieds Noirs, des enfants de Pieds Noirs, quelques Maghrébins, et voilà. Je peux vous dire une chose, c'est que l'accueil, à une exception, une fois, un tout petit incident avec des jeunes justement, mais le reste du temps, c'est-à-dire sur 15 jours, un accueil à bras ouverts. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'Algérie n'est pas un pays touristique, que c'est un pays qui a longtemps vécu à huis clos pendant les années 90. C'est pas un pays où les gens vont en vacances comme ils vont en Croatie ou en Tunisie ou au Maroc. Donc l'étranger est déjà une source de curiosité, et quand il est français, il n'y a pas d'hostilité, bien au contraire. Vraiment, je dis pas ça pour. Après, quand on va là-bas, il faut accepter d'être dans un pays qui n'est pas touristique. C'est-à-dire que vous êtes dans un hôtel, il y a une coupure d'eau, il n'y a pas d'internet. Enfin voilà, votre chambre ressemble aux années. C'est un mobilier des années 70. Mais voilà, c'est assez. C'est assez impressionnant, cet accueil, je dirais bon enfant, qui est pas non plus, je dirais, c'est pas des courbettes c'est pas des courbettes sous le plan touristique. C'est pas, au contraire, c'est un accueil bon enfant, mais et quand c'est du tourisme mémoriel, c'est encore plus fort, parce que les gens vont souvent visiter l'endroit où ils habitaient. Moi, j'ai fait 2 ou 3 expériences. Après, j'ai dit ça suffit. Je voulais plus assister. Émotionnellement trop fort. Les gens qui retrouvaient leur maison, les gens qui se souvenaient d'eux, qui habitaient le quartier, il y a même je raconte, il y a un exemple de gens qui ont récupéré des valises que le père avait laissées en 62, qui étaient restées dans la cave, dans une maison à Bab el-Oued, avec les affaires, les robes de première communion, enfin des choses comme ça. Et non, ça c'est une. Bon, en même temps, il faut pas non plus. Ça s'étiole aussi. Hein. Le temps passe, donc et justement le fait qu'il y ait. Alors la mémoire française, paradoxalement, elle est apportée par la jeunesse franco-algérienne, qui rentre au pays, qui parfois est plus algérienne que les Algériens, qui ne supporte pas les critiques à l'égard de l'Algérie. Il y a tout. Pas besoin de vous rappeler toutes les histoires qu'on a avec les drapeaux en France, etc. Et tout. Et donc eux, d'une certaine manière, sans même s'en rendre compte, ils perpétuent la présence d'une certaine France en Algérie, ne serait-ce que par la langue, parce que souvent ils n'ont pas la langue, et puis ils vivent en France, donc ils sont porteurs de ce qui se passe en France, de l'image, et puis ils sont français. Même si parfois c'est dur pour eux de l'admettre, ils sont français, donc ils ont parfois une vision, des propos qui ne sont pas forcément en phase avec ce que ressent la population locale.
Mais c'est vrai que quand on a un peu, j'aurais pu m'arranger pour vous citer aussi. Il y a des endroits qui sont incontournables quand on visite Alger et qu'on a juste un peu de repères historiques. Bon, bah, on va regarder. J'ai fait plusieurs fois quand il y avait justement des amis français qui venaient à Alger et on allait voir le balcon du Je vous ai compris. Hein, donc, voilà, c'est de là que De Gaulle a fait. Et puis on allait au Jardin d'Essai, qui est un immense parc poumon vert avec. Alors, j'ai jamais eu la confirmation de l'information. Il y a un immense dragonnier, c'est un immense arbre. Et bon, avec les branches qui tombent et qui redonnent des arbres, etc. Et tout. Bon, la légende prétend que c'est là où a été tourné le premier Tarzan de l'histoire avec Johnny Weissmuller dans les années 30. Bon, mais voilà, mais c'est un endroit parce qu'il y a des essences. Ça a été un terrain d'expérimentation. La Grande Poste d'Alger, qui est un monument vers lequel le Hirak convergeait et qui est il y a plein d'endroits comme ça qui sont. Bon, alors je vous parlais tout à l'heure de la Casbah. Il faut juste savoir que le film Pépé le Moko a été tourné en studio, en région parisienne, et qu'il y a quelques extérieurs qui ont été. Je crois que Gabin n'est jamais allé en Algérie d'ailleurs. Donc, mais ça fait. Bon, voilà, c'est. Oui, pour la petite histoire. Et puis oui, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps si jamais vous allez à Alger, qui est Les promenades de Camus. C'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est fait par l'ancienne présidente des études camusiennes et voilà, où elle raconte tous les endroits que Camus a pu prendre. Camus parle beaucoup d'Alger dans son œuvre. Hein. Voilà, il est dans l'étranger, il y a Alger est là. Et si j'ai un film à vous conseiller, c'est Les terrasses de Mirza Kalouache. Voilà. Quand on m'a demandé de venir, la personne de l'IREMO, on en a parlé, elle me dit, mais c'est bizarre, il y a très peu de choses consacrées à Alger. Je lui dis, il y a ce film où, bon, c'est une histoire, il y a une intrigue, mais l'un des personnages, c'est la ville, les toits de la ville. Et on voit, c'est assez les terrasses. Vous avez parlé du tourisme et j'ai une anecdote familiale que je dois vous donner. Mon père se trouvait à Rocher-Noir en 62, donc il était à la disposition du gouvernement du FLN. Et donc Rocher-Noir aujourd'hui c'est Boumerdès. Oui. Voilà. Et ils discutaient tous de comment développer l'Algérie. Et mon père a tout d'un coup dit, c'est un pays magnifique, on pourrait y développer le tourisme. Et à ce moment-là, les membres du FLN qui étaient là lui ont dit, t'as vu ce qui s'est passé en Espagne avec Franco? Dès qu'il a ouvert les portes, il a été chassé. Donc, pas question de tourisme. Alors que c'est un pays magnifique. Alors c'est vrai, vous avez raison, mais alors, bon, j'ai un peu exagéré en disant que l'architecture m'intéressait pas, ou en tout cas que j'ai quelques références. Et il y a des joyaux, et notamment il y a un architecte qu'on connaît peu en France, mais il a beaucoup travaillé à Marseille et a travaillé à Alger, c'est Pouillon. Et vous avez plusieurs complexes qui ont été rénovés avec plus ou moins de bonheur, et ça mérite d'être visité, parce que je crois qu'on construit plus des choses comme ça aujourd'hui. Je vous ai parlé de Niemeyer tout à l'heure. Il y a notamment la coupole d'Alger. Il y a l'université de Babzois. Il a fait quelques universités à Constantine. Il y a aussi les immeubles qui sont pas loin du monument, parce qu'à Alger, il y a un grand monument, le monument des martyrs, qui est avec toute une ceinture urbaine qui est aussi une expérimentation dans les années 60-70, enfin non, plutôt les années 30-40. Donc
il y a une mémoire, je dirais, des murs qui est encore visible, même si l'usure du temps est indéniable. Elle est indéniable. Je voulais juste, vous pourriez juste repréciser le nom de l'architecte qui a œuvré à Marseille et Pouillon ou Bouillon? Pouillon. Pouillon, d'accord. Merci. Bon, merci beaucoup, Akram. Merci à vous.